Bonjour pour cette 10e université d'été de la Défense à Brest sur le thème de la maritimisation, en présence d'industriels, mais aussi de parlementaires et notamment européens. 13 pays sont représentés. Avec Jean Guinel, notre spécialiste de la défense et aussi de l'investigation, nous recevons Jean-Yves Le Drian. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Patricia Adam, présidente de la commission de défense, bonjour. 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 Charles Edensten, président de Dassault Aviation et Dassault Systèmes, bonjour. Alors, bonjour. La première question, Jean-Yves Le Drian, vous avez réfuté le fait que la défense puisse être la variable d'ajustement budgétaire de nos difficultés économiques, ce qui sera vrai pour le budget 2013. Ensuite, on verra. Est-ce que les dernières déclarations du président de la République, indiquant qu'il tiendrait les engagements européens, c'est-à-dire de faire 30 milliards d'économies, ne vous inquiètent quand même pas un petit peu? Il ne vous a pas échappé que le président de la République, hier soir, a fait état de budget 2013 et des restrictions et de la rigueur budgétaire qui s'imposait. Les orientations qui ont été prises pour le budget de la défense 2013 incluent cette préoccupation. Donc le budget de la défense 2013 sera sensiblement égal au budget de la défense 2012. Nous avons pris en compte la nécessité pour la défense de participer au redressement des comptes publics, mais en même temps de préserver l'outil de défense qui est un élément essentiel de la souveraineté. Jean Guinel. Dans l'outil de défense tel qu'il existe aujourd'hui, il est extrêmement large. La France est capable de conduire pratiquement toutes les opérations militaires qui existent, qui peuvent se concevoir. Est-ce que c'est nécessaire de garder une panoplie aussi large? Est-ce qu'il ne faut pas faire des choix? Il faudra impérativement faire des choix. Et c'est la raison pour laquelle nous nous lançons dans la réflexion sur l'avenir de notre outil de défense dans le cadre d'un livre blanc qui n'est pas une facilité politique du moment, qui est une nécessité, parce que lorsque l'environnement bouge au niveau géostratégique comme il le fait en ce moment, il importe que la France s'interroge sur les dangers qui la menacent, qu'elle en fasse l'inventaire et l'évaluation, et qu'elle dise aussi ce sur quoi elle veut se battre, ce sur quoi elle veut orienter son outil de défense, seule ou avec d'autres, et en conséquence de quoi qu'elle fasse des choix. Autrement, ce serait irresponsable. Et ces menaces se sont accrues, à votre avis, depuis ces récentes années? Elles sont différentes. Il y a eu déjà 3 livres blancs dans le passé. À chaque livre blanc correspondait une mutation de l'environnement géostratégique du monde. Le livre blanc de 1994, par exemple, correspondait à la fin de la guerre froide. Il y avait eu une menace permanente depuis de nombreuses années, mais la menace changeait. En 2008, il y a eu un nouveau livre blanc qui analysait la situation post-attentat des Twin Towers, pour faire rapidement. Et là, maintenant, nous avons une bonne nouvelle, puisqu'il y a des menaces diffuses qui se produisent dans le monde, des menaces nouvelles, en particulier la piraterie. On va sans doute en parler ici à Brest lors de ce colloque, la situation au Sahel, différentes crises qui se produisent un peu partout, il peut y en avoir d'autres. Et puis il y a parallèlement à cela un désengagement américain de la sphère atlantique. Les Américains ont décidé progressivement de se réorienter vers l'Asie-Pacifique, et parallèlement à cela aussi la crise des finances publiques. Donc il faut s'interroger sur notre outil de défense, c'est important. Vous avez déclaré au Télégramme notamment que vous vouliez être sur tous les fronts, mais pour toutes ces crises aujourd'hui que sont par exemple la Syrie, mais également les interventions, vous parliez de la piraterie, les moyens ne sont pas les mêmes. Dans certains cas, c'est l'outil diplomatique, dans d'autres cas, on est plutôt derrière l'ONU ou ses organisations régionales attachées, ou dans d'autres cas, nous pouvons intervenir directement. On est toujours derrière une décision internationale légalement reconnue. Dans tous les cas de figure, l'intervention de la France se fait dans ce cadre et ne se fera pas autrement. Alors c'est vrai pour la piraterie, puisqu'il y a une mission Atalante européenne de protection, qui d'ailleurs donne des résultats, mais qu'il nous faudra sans doute renforcer. Mais c'est vrai aussi pour la Syrie. Nous avons toujours dit que nous n'irions pas en Syrie en dehors d'un mandat international. C'est aussi le rôle de la France. C'est une grande puissance, il a des responsabilités au sein du Conseil de sécurité, mais ne s'engage pas sans un mandat légal international. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la nécessité d'adapter l'outil de défense. Il y a un point sur lequel le président de la République et vous-même avez toujours été extrêmement clair, y compris avant, pendant la campagne, c'est le nucléaire. C'est-à-dire la dissuasion, on n'y touche pas.
Il n'y a pas de... C'est-à-dire, il y a d'un côté la dissuasion à laquelle on ne touche pas, et pour le reste, les autres outils dont on peut discuter, mais pas la dissuasion. La dissuasion, c'est le socle de la souveraineté. Et la dissuasion, c'est l'outil de l'assurance de la sécurité de la France. Et c'est vrai que la dissuasion n'y touche pas. On fait en sorte qu'elle garde sa crédibilité sur la longue durée. Et on voit bien que le monde est suffisamment dangereux et ce n'est pas le moment de passer par-dessus bord les éléments essentiels de notre indépendance. Il n'y a pas une composante de trop? Non, parce que les deux composantes jouent un rôle complémentaire et les deux sont indispensables. Pour en revenir à la Syrie, le précédent gouvernement était intervenu en Libye. Vous n'envisagez pas de faire la même chose en Syrie, et pourtant le conflit s'enlise, le régime Assad est très enraciné, et l'armée de libération ne progresse pas. Est-il possible de faire autrement compte tenu du contexte géopolitique? La situation en Syrie est totalement différente de celle de la Libye. Et ceux qui disent le contraire ont une vision extrêmement courte de la réalité internationale. Vous considérez que la Libye, c'était notre bassin de sécurité nationale? C'est pas une question de sécurité, de bassin de sécurité. C'est le fait qu'en Syrie, contrairement à la Libye, il n'y a pas d'alternative politique déclarée. Il n'y a pas aujourd'hui de gouvernement provisoire constitué. 2, il y a une défense syrienne qui n'a rien à voir avec la défense libyenne. 3, il n'y a pas de mandat international. 4, il y a un environnement de la région en termes géostratégiques qui est extrêmement sensible. Figurez-vous qu'à côté de la Syrie, il y a l'Iran, Israël et le Liban, pour faire simple. Et donc tout cela fait qu'une intervention unilatérale de la France ou d'autres en coalition serait catastrophique en termes d'engagement militaire. Il faut faire pression pour que la Chine et la Russie puissent se rallier à une position des Nations Unies permettant de prendre les sanctions nécessaires pour faire en sorte que Bachar el-Assad quitte le pouvoir. Alors vous disiez il y a quelques jours avoir noté avec beaucoup d'intérêt les déclarations d'Hillary Clinton sur la zone d'exclusion aérienne. Et votre déclaration a d'ailleurs a été reprise de manière par tous les journaux du monde. Et où en êtes-vous sur ce point? Une zone d'exclusion aérienne partielle, totale, est-ce qu'elle est envisageable? Il est vrai qu'il y a eu ces déclarations de Mme Clinton. J'observe qu'il n'y en a pas eu d'autres depuis, parce que la no-fly zone, l'exclusion aérienne de l'ensemble de la Syrie, paraît une hypothèse peu vraisemblable s'il n'y a pas un mandat international, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on déclare la guerre. Étant donné l'ampleur des moyens qu'il faut rassembler pour une telle opération, nous étudions, c'est vrai, seuls nous-mêmes et avec d'autres, l'hypothèse d'une intervention potentielle si d'aventure il y avait une zone partielle libérée par les forces de l'armée syrienne libre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc il faut se préparer éventuellement à soutenir et à protéger un tel territoire, mais il n'est pas encore d'actualité. Il faudrait d'abord qu'il y ait un périmètre suffisamment cohérent qui soit libéré. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faudrait ensuite qu'il y ait une autorité de la libération syrienne qui dirige ce territoire, qui se compose éventuellement en gouvernement. Le président de la République a dit très clairement à ce moment-là qu'on soutiendrait ce gouvernement et que ce gouvernement-là en fasse la demande et que ça se fasse en relation avec les voisins, la Turquie, avec la Jordanie, avec aussi les alliés américains, britanniques et autres. Donc nous ne sommes pas rendus à ce rendez-vous. Donc la seule solution aujourd'hui, c'est ce que nous faisons d'ailleurs. Continuer la pression politique, assurer un soutien humanitaire, et assurer aussi auprès de l'armée syrienne libre un soutien matériel que nous faisons. Pour sauter d'un pays à l'autre, d'un pays voisin, est-ce que vous croyez à des frappes israéliennes contre l'Iran? Est-ce que l'hypothèse de la surprise d'octobre, comme on le dit, c'est-à-dire pendant les élections américaines ou juste avant les élections américaines, vous paraît crédible? Est-ce que vous avez des informations sur le sujet? Non, je n'ai pas d'informations sur le sujet. Et la position de la France à cet égard a été extrêmement claire. Nous pensons qu'une telle initiative serait malencontreuse. Très bien. Jean-Yves Le Drian, je crois que vous devez nous quitter pour aller donner une conférence de presse. Merci en tout cas de votre intervention. Et maintenant, je passe la parole à Charles Heldenstein. Vous êtes président de Dassault Aviation, de Dassault Systèmes. Vous vous êtes très attaché au maintien de la compétence. J'imagine que vous pensez aux laboratoires de recherche qui sont chez Dassault et qui vous permettent d'innover sur le plan technologique, comme l'a été notamment le Rafale, puis les drones aujourd'hui. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Le maintien des compétences, c'est un sujet simple.
Prenez votre micro, je pense que ce sera meilleur. Le maintien des compétences est un sujet à la fois simple et compliqué. Aujourd'hui, nous avons un bureau d'études, et quand je dis Dassault, c'est pas seulement Dassault, c'est l'ensemble de l'industrie aéronautique de combat. Nous avons des bureaux d'études qui ont la chance d'avoir fait toutes les générations d'avions depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous arrivons à développer des avions à des coûts sans commune mesure avec les coûts qu'ont nos concurrents ou partenaires éventuels. Bien. Cette expérience, elle s'est transmise de génération en génération. Là, je vous coupe, là, mais on dit parfois que le Rafale est trop cher. Alors... Oui, mais attendez, ça, on y reviendra. Je répondrai à cette question. Je répondrai à cette question. Et donc, aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que la prochaine génération d'avions de combat est une génération qui prendra naissance dans une vingtaine d'années, probablement 20-25 ans. Bien. Et si nous, comme il n'y aura pas de programme d'ici là, si nous n'avons pas des programmes beaucoup plus légers, pas d'avions complets, entre autres les drones, c'est-à-dire aujourd'hui comment peut-on faire vivre le bureau d'études dans ses spécifications militaires, ses spécificités militaires, parce que tout ce qui est dual, on le fait vivre par les avions d'affaires, les avions civils, mais dans ses spécificités militaires, on le fait vivre par les évolutions du Rafale, car il évolue en permanence, il est mis à jour en permanence. Il évolue également par les modifications qu'on apporte sur les avions existants dans les flottes. Il évoluera par l'exportation et il y avait les drones, et il y a les drones comme un des moyens de maintenir les compétences de nos bureaux d'études. Car si les compétences de ces bureaux d'études qui sont transmises depuis, en gros, 70 ans, ne trouvaient pas de relais par des programmes de recherche, d'études ou par des programmes nouveaux, il y aurait progressivement une disparition de toutes les spécificités militaires. Et je dirais que ça présenterait deux inconvénients. D'abord, c'est la mise à jour du Rafale qui va rester dans les forces. Alors, encore dans les on va y revenir sur la Rafale. Mais Jean Guinel, je pense que le maintien de la compétence, ça vise aussi les commandes publiques pour Dassault, qui ne sont pas toujours évidentes. Oui, c'est-à-dire quand on entend le ministre tout à l'heure dire qu'il va falloir participer à l'effort de imposé à l'ensemble du pays au plan économique, vous devez vous dire que certaines des commandes jusqu'à présent garanties par l'État vont être remises en cause. Enfin, je me dis, vous devez l'anticiper d'une manière ou d'une autre. Oui, sauf que, si vous voulez, sur le plan de la production pure du Rafale, nous sommes déjà à la cadence de 1 avion par mois. Vous voyez, ça devient une cadence anecdotique. Sur le plan industriel, si on descend en dessous de ça, c'est pas moi qui ne saurais plus faire, ce sont tous nos équipementiers qui, s'ils doivent produire moins d'un avion par mois, vont déclarer forfait. Certains vont déclarer forfait. Bien. Et donc, avec des problèmes de production et de qualité de production. Ce qui est prévu, c'est que s'il y a exportation, ce que nous espérons, et je dirais qu'il y a des choses qui se présentent plutôt bien, il y a la possibilité de diminuer les cadences nationales en fonction des avions qui seront commandés par l'export, et ce qui permettra de maintenir le minimum d'une cadence d'avion par mois. Bien. Voilà ce qu'on peut dire. Quelles sont vos perspectives d'ailleurs à l'export? On a eu l'Inde, c'était des mirages au départ, mais ça peut se transformer en Rafale. Ah non, c'est pas un mirage. Non, écoutez, l'Inde a un besoin. L'Inde, nous fournissons l'Inde depuis 1953, donc c'est un pays que nous connaissons, c'est un pays qui nous connaît bien et qui nous fait confiance. Et les négociations sont actuellement en cours, et les Indiens là ont un véritable besoin, car ils ont à leurs frontières des amis qui leur paraissent potentiellement dangereux, quoi. Bien. Donc, je pense que l'Inde a une grande probabilité de se réaliser. Alors, ils ont la spécialité de mettre très très longtemps à prendre leurs décisions. Et apparemment, là ils ont déjà introduit un petit délai dans la décision. Non. Alors, attendez. Les Indiens avaient effectivement la spécialité de faire durer les contrats sur les signatures des décennies, de contrats. Parfois. Et décision de contrat sur une très longue période. Le dernier grand contrat qu'ils aient signé a mis 22 ans entre l'appel d'offres et la signature de contrat. Bien. Là, sur le MMRCA, qui est le programme sur lequel nous discutons, il y a une accélération importante de la part des Indiens. Nos gens sont sur le pont, les équipes indiennes sont sur le pont en ce moment, et ils veulent aller très vite, contrairement à leurs pratiques antérieures. Donc, je pense que ça peut se faire dans quelques mois. Il n'y a pas eu de retard.
car la presse fait part de décisions à la fin du mois dernier, etc. C'est un contrat d'une telle importance. Je vous signale que c'est un contrat de 126 avions fermes, plus 63 en option, et vraisemblablement, les Indiens auront des besoins supérieurs à ça, ce qui veut dire que c'est parti pour des productions d'une trentaine d'années sur l'Inde. Bien. Donc, ceci ne peut pas se négocier, car c'est un contrat probablement l'un des plus complexes qu'on ait jamais négocié. Donc, c'est un contrat qui demande quand même un certain temps pour arriver à le mettre au point. Vous deviez me répondre sur le coût du Rafale. Alors, sur le coût du Rafale. Et puis, parlez-nous aussi peut-être du Brésil. Est-ce que vous n'avez plus d'espoir? Et puis, je voudrais aussi que vous me répondiez sur la création de la War Room qui avait été à l'initiative du président Sarkozy après l'échec du Maroc. Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Bien, alors parlons d'abord du prix du Rafale. Alors le prix du Rafale, c'est effectivement un argument que j'ai entendu maintes fois. Mais en réalité, quel était mon problème de prix? C'est que nous sommes en concurrence avec les Américains qui ont essentiellement un coût entièrement en dollars. Or, vous n'êtes pas sans savoir que la parité euro-dollar, jusqu'à ces derniers mois, était de 1,45. C'est-à-dire que nous avions un handicap uniquement pour des raisons de parité monétaire, car le Rafale est entièrement produit en euros, donc mes coûts sont entièrement en euros, qui était de 45%. Depuis quelque temps, nous sommes aujourd'hui aux alentours de 25%, donc on a gagné 20 points. C'est pas encore parfait. Mais alors, quand je regarde maintenant, alors parce que ça... Alors, on explique que ça ne marche pas parce que c'est le prix du Rafale. Quand je regarde maintenant l'évolution du développement de l'avion de combat actuel, le JSF ou le F-35, si vous voulez. Je regarde entre le moment du lancement et le coût actuel, ils sont à 128 000 coûts budgétaires. Ils sont exactement au même prix que le Rafale. Et je peux vous dire que ce prix changera, car ils ne sont qu'au début de leur problème. Et ils le disent eux-mêmes, et ce contrat s'appelle maintenant le Trillion Programme. Donc vous voyez, nous n'avons pas à avoir de complexe, surtout avec les quantités qui sont dans le rapport de 1 à 9 ou 10 entre eux et nous, nos prix sont comparables. Rapidement, pour finir sur la War Room, utile ou pas? Je dirais que c'est un problème d'organisation. Pendant la présidence précédente, l'Élysée avait concentré l'ensemble des sujets de la grande exportation de défense. Donc, d'où la nécessité d'une War Room. Bon, et c'était à l'Élysée que se discutaient les grands contrats export. Bien. Si l'organisation qui a été mise en place par le président Hollande perdure, ce que je pense, le président Hollande a décidé que le centre de l'exportation et tout ce qui concerne la défense serait chez le ministre de la Défense, c'est-à-dire M. Le Drian. C'est une autre organisation, moi qui me va très bien. Le tout, c'est qu'on me donne le mode d'emploi. D'accord. Dernière question, Jean, rapidement. Eh bien sûr, parler des drones. On sent qu'il y a une décision qui est en train de se préparer, qui pourrait remettre en cause certains choix précédents, qui pourraient vous pénaliser. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, si vous voulez, c'est la chose suivante. Les drones, c'est pas pour le chiffre d'affaires que je cherche à rentrer dans les drones. C'est pour le maintien des compétences de mes bureaux d'études. Et la vraie question que je pose à tout nouveau gouvernement, et que j'aurai l'occasion de... Je l'ai posé déjà à M. Le Drian, mais je me le ferai confirmer par le président de la République. Est-ce qu'on veut maintenir cette capacité d'avion de combat en France et en Europe? Car je vous signale que même sur l'Eurofighter, vous voyez, dont la France s'est retirée, pas nous, même sur l'Eurofighter, nous nous étions battus pour avoir la maîtrise d'œuvre du programme et tous les partenaires de l'Eurofighter l'avaient accepté. Ce qui veut dire que la France joue quand même un rôle, et notre société joue un rôle important en matière d'avion de combat. Et il va falloir que le politique me confirme qu'il veut maintenir cette capacité de combat, d'avion de combat. Sinon, il faudra acheter américain. Alors les drones, le rôle des drones, c'est une des briques pour maintenir les compétences de mes bureaux d'études, et une des briques qui va faire évoluer les compétences de nos bureaux d'études. Alors il y a aujourd'hui un débat entre drones d'abord franco-anglais. Il y en a un qui est lancé, les pré-études sont lancées. C'est le futur avion de combat, mais c'est à horizon de 25 ans. Le deuxième, le MAL, c'est-à-dire moyenne altitude, longue endurance, celui-là n'est pas décidé. Et donc, nous avons fait une proposition avec notre collègue BAE System
pour faire un mâle ensemble. Et puis, comme il y avait un besoin capacitaire, nous avons proposé, sur une plateforme israélienne, de franciser cette plateforme. En face de ça, il y a un débat de choix par rapport à une plateforme américaine, le Reaper. Et mon sentiment, c'est que quand on va découvrir ce qu'est le Reaper, non pas ce qu'est le Reaper, mais la capacité de ce qu'on peut faire avec le Reaper, car l'exigence française, en tout cas celle qui m'a été dictée, c'était de franciser la plateforme israélienne. Et la franciser, il y avait sans question, sans modification à apporter à alors, certes, il y en aura un bon nombre qui seront éliminés, mais il y avait un grand nombre de modifications à apporter. Or, ma conviction, et je viens d'en parler ce matin avec mon camarade de chez BAE Systems, c'est que les Américains ne donneront pas les internes du Reaper pour qu'on puisse faire la modification pour le franciser. Bon, nous suivrons ça avec intérêt. Merci Charles Ellenstein. Qui vous remercie. Et nous passons maintenant à Patricia Adam, qui est présidente de la commission de défense de l'Assemblée. Ouais. Vous avez participé à l'élaboration du livre blanc. Vous dites que le président était erroné, ou n'a pas tenu toutes ses promesses. Et en même temps, vous reconnaissez que l'environnement international bouge énormément. D'ailleurs, on parlait des drones. Les drones sont utilisés maintenant couramment par les Américains en Afghanistan et au Pakistan. Qu'est-ce qui nous assure que celui que vous élaborez sera plus fiable que les précédents ? Je vais d'abord rappeler un peu l'histoire du précédent livre blanc. J'y ai participé, j'étais dans l'opposition à l'époque. Nous étions deux parlementaires, moi et Didier Boulot, pour le Sénat. Nous en avons démissionné. Nous avons participé à ces travaux pendant plusieurs mois. Et nous en avons démissionné vers la fin de cet exercice. Pourquoi nous avons démissionné ? Parce que, alors que cette commission avait pour mission de faire des propositions au chef de l'État, à lui, bien sûr, in fine, d'en décider, et cela n'a pas changé par rapport au livre blanc actuel, nous sommes aperçus au fil des discussions, des débats qui avaient lieu dans cette commission, ils étaient riches, que, en fait, les décisions étaient déjà prises. Et que, bien évidemment, on s'est posé véritablement la question de l'utilité de cette commission, puisque, en fait, les décisions politiques étaient déjà prises. Je rappellerai qu'au mois de janvier, la décision a été prise de rentrer dans le commandement intégré de l'OTAN. Bon, c'était un choix du président de la République que je ne conteste pas, c'est le choix du président de la République. Mais en même temps, il ne fallait pas demander à la commission d'y travailler, d'y réfléchir. Et en même temps, on a changé de stratégie par rapport à l'Afghanistan, puisque la décision a été prise de renforcer à la fois le nombre d'hommes envoyés en Afghanistan, mais surtout aussi de modifier de manière considérable leur implication dans cette présence en Afghanistan, puisque nos troupes ont été envoyées entre autres en Kapisa et sur des combats qui se sont révélés, comme on a pu le vérifier à travers le nombre de décès, particulièrement dangereux. Donc c'est vrai que nous avons, compte tenu de ces différentes annonces, et il y en a eu d'autres, nous avons fait le choix de démissionner. Aujourd'hui, la différence, en tout cas c'est celle que j'entends du président de la République et que j'ai pu vérifier auprès de Jean-Yves Le Drian, c'est que cette commission du livre blanc va travailler sereinement. Nous avons jusqu'au mois de décembre pour y travailler. Nous ferons les propositions et plusieurs scénarios seront proposés bien sûr au président de la République qui, in fine, fera les choix qu'il souhaite faire. Mais ce temps de réflexion sera préservé par le président de la République. L'ensemble des points de vue seront entendus, à la fois des experts, des militaires, des industriels également, bien évidemment. Et les groupes de travail qui se réunissent feront des propositions. Et je pense que cette méthode, en tout cas, est respectueuse d'une forme de démocratie. On entend ça à chaque fois, Jean Guinel. C'est un peu une clause de style, ce que vient de dire Mme Adam. Non, parce que je crois que... Enfin, je ne crois pas que c'est une clause de style. Non pas que je nie ce que vous puissiez dire, mais les difficultés budgétaires aboutissent souvent à étaler les programmes. Le budget, on le connaît, mais là, je parle de la loi de programme à venir. Non, mais là, il y a des évolutions stratégiques qui se sont produites. Il y en a qui avaient été anticipées plutôt pas mal par le précédent livre blanc, comme l'axe Atlantique-Golfe, qui était une assez bonne vision des choses. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe dans le Sahel. Quand le politique donne une orientation sur un document aussi important que le livre blanc, pensez-vous qu'il puisse faire autrement que de donner un cadre assez précis et en sachant où il va ? Parce que
François Hollande sait où il va. C'est par exemple, on en a parlé tout à l'heure avec Jean-Yves Le Drian, qui ne toucheront pas à la dissuasion nucléaire. C'est un point qui ne se discute pas. Ah mais on n'en discutera pas dans le livre blanc, c'est très clair. Voilà. La décision, elle est prise et cette décision appartient au président de la République. Voilà. Donc il n'y aura pas de discussion. On voit bien les limites de l'exercice aussi. Non, c'est pas une limite. On a une mission qui nous est donnée par le président de la République. Elle est très claire. On va présenter plusieurs scénarios. On présentera plusieurs scénarios qui auront bien sûr des impacts budgétaires. Et c'est le président de la République qui en décidera. C'est pas nous qui allons décider. On va faire des propositions et on va faire des scénarios. Ce qui nous semble important, en tout cas pour moi, pour la Commission de la Défense, mais de la même façon, mon collègue sénateur s'exprimera tout à l'heure, c'est que les missions que l'on va donner, qu'on va demander à nos militaires, et par la même occasion, d'une certaine façon, aux industriels, il faut que ces missions soient claires, soient précises. Et elles ne nous engagent pas pour les 5 ans qui viennent, ni même pour les 3 ans qui viennent. Ces missions, elles nous engagent pour demain, pour dans 20 ans ou 30 ans. Ce qui me semble très important, alors qu'on amorce ce débat, c'est que d'abord on se pose la question de savoir quelles sont les capacités, qu'elles soient industrielles ou militaires, que nous voulons à tout prix préserver pour notre pays. De façon à ce que le président de la République, qui sera celui que les Français auront décidé dans 20 ans ou dans 30 ans, ait les moyens d'intervenir s'il a besoin d'intervenir. C'est ça qui est important. On n'est pas sur des budgets à 5 ans, on est sur des budgets à 30 ans. Le Mali. Bon, Laurent Fabius disait récemment que les demandes de rançon d'Al-Qaïda, de l'ordre de 100 millions d'euros pour les 4 otages d'Arlit, sont équivalentes à ce qui est parfois versé à certains États africains. Est-ce que vous considérez, donc c'est pas une situation qui peut durer indéfiniment, est-ce que vous considérez, même si ça ne dépend pas que de la France, bien évidemment, et je crois que les militaires maliens sont un peu réservés pour l'instant, que c'est une priorité d'intervenir dans cette région, dans cette partie de l'Afrique? Jean-Yves Le Drian s'est exprimé très clairement sur le sujet par rapport à la Syrie, mais c'est la même question que vous me posez. Nous n'interviendrons pas, ce n'est pas la volonté politique de la France d'intervenir dans des différents endroits du monde sans avoir un mandat international. C'est un premier point. Ou s'il n'y a pas une demande d'une coopération interrégionale. Pour l'instant, il n'y a pas de demande. Il y a des discussions, mais il n'y a pas de demande. Donc de toute façon, nous n'interviendrons pas s'il n'y a pas de demande explicite du Mali et des forces africaines. Et l'autre question, si cette demande venait, j'espère que la question se poserait au niveau européen. Et d'ailleurs, vous félicitez que des parlementaires européens participent à cette université. Ils sont nombreux, ils sont venus très nombreux, 13 pays présents, à la fois en nombre de pays et en nombre de représentants. Et moi, je suis très heureuse qu'ils soient présents parce que ce débat européen, nous le voulons en matière de défense. On sait que c'est un exercice complexe, difficile. Rituel. Mais en tout cas, rituel, je ne sais pas, je ne suis pas sûre que... Enfin, ça dure depuis un certain temps, en tout cas. Oui, mais c'est très long. La construction européenne, c'est très long. Je pense que le virement stratégique... Enfin, virement, je ne sais pas si on peut appeler ça virement d'ailleurs. En tout cas, la décision américaine et le message envoyé par les Américains à l'Europe en disant prenez-vous en charge, il commence à être entendu. J'espère qu'on va pouvoir avancer au niveau européen. Je vous remercie, Patricia Adam. Dans le cadre de cette 10e université d'été de la défense à Brest, il n'y a pas que des ateliers comme sur la capacité industrielle, les priorités stratégiques ou même la cyberdéfense qu'anime l'ancien ministre Jean-Marie Bockel, mais il y a aussi des démonstrations à la base navale comme nous le montrent nos équipes qui ont tourné ce sujet. La rade de Brest est en danger. Le Partisan, un bateau civil, est occupé par des terroristes. Il s'agit d'une démonstration, mais elle est plus vraie que nature. Les commandos marines interviennent par la mer et le ciel à la fois. Très vite, tout est sous contrôle. Ces universités d'été, c'est l'occasion de montrer tout le savoir-faire de la Marine nationale. Ici, les plongeurs, aidés de leurs drones marins, simulent une guerre des mines. Le drone repère le danger, puis les plongeurs démineurs interviennent. Pour finir, un élitreillage puis un défilé aérien pour parachever cette journée de démonstrations impressionnantes. Le défilé se termine sur un Falcon 50 dont les missions sont diverses.
la surveillance du trafic maritime et des points stratégiques. Alors pour cette deuxième partie de l'émission consacrée à la maritimisation, nous allons entrer dans le vif du sujet avec Jean Guinel. Et nous recevons le chef d'état-major de la Marine qui est à l'honneur, Bernard Rogel, mais également Jean-Louis Carrère qui est le président de la commission de la défense, des forces armées et des affaires étrangères. D'ailleurs, c'est dans l'autre sens que l'on dit. Il faut quand même noter qu'au Sénat, il y a une commission au lieu de deux à l'Assemblée sur ces sujets. Voilà. Et Patrick Boissier, qui est président de DCNS. Alors, amiral, contrôler l'espace maritime, et pour la France, il est important, c'est un vecteur d'influence. Oui, bien sûr. Comme vous l'avez signalé, pour la France, cet espace maritime est important. Il est de l'ordre de 11 millions de kilomètres carrés. Pour ce qui concerne sa zone économique exclusive, c'est 20 fois la France. Donc c'est une zone tout à fait importante à contrôler. Une zone dans laquelle on trouve un certain nombre d'enjeux, qui sont des enjeux de richesse, des enjeux de prospérité, des enjeux de contrôle de passage ou de limitation des trafics en tout genre. Donc c'est vrai que c'est un vrai challenge pour notre pays, et au premier rang des forces qui s'en occupent se trouve naturellement la Marine nationale. Jean ? Alors la Marine nationale, on sait qu'il y a un point qui ne sera pas touché parce que le président de la République nous le disent en permanence, c'est la dissuasion. Que cette fonction, qui d'ailleurs s'exerce ici à quelques encablures de l'endroit où nous nous trouvons à l'île Longue, ne sera pas affectée par d'éventuelles restrictions budgétaires. Qu'en est-il de la flotte de surface, de l'aéronautique navale? Est-ce que vous avez la même garantie concernant ces missions-là? Alors aujourd'hui, les choses se présentent un peu différemment. On ne peut pas demander à un chef militaire de donner quelques garanties que ce soit. Je crois que l'exercice le plus important, et que j'appelais moi personnellement de mes voeux, c'est la rédaction de ce nouveau livre blanc, car un outil de défense ne se fait pas en alignant des capacités. Un outil de défense se fait en comparant les ambitions d'un pays à ses capacités budgétaires, et ensuite seulement on décline les capacités. Donc l'exercice auquel nous nous livrons aujourd'hui au sein de la commission du livre blanc, c'est bien cet examen des enjeux de la France, cet examen des ambitions de la France. Et bien sûr, qu'il faudra mettre en regard de la situation budgétaire de notre pays et de l'Europe. Ensuite viendra seulement le temps de la déclinaison des capacités, si je puis dire. Je tiens d'ailleurs à souligner que dans cet exercice, pour ce qui concerne la marine, je tiens à souligner le travail qui a été fait par la commission de défense du Sénat, qui a produit un rapport sur la maritimisation. Et dans notre belle région bretonne, j'invite tout le monde à en prendre connaissance, car c'est vraiment un résumé ou une synthèse très exacte de tous les enjeux maritimes de notre pays. Alors, lors de l'opération en Libye, on disait déjà que vous étiez aux limites de vos possibilités. On sait également que lors de certaines opérations de sauvetage, d'otages, notamment dans la Corne de l'Afrique, il a parfois été... les équipes ont été parfois en difficulté, ou en tout cas ont dû travailler avec des matériels qui étaient quasiment à leur limite. Et comment est-ce que vous pensez pouvoir vous multiplier sur des terrains d'opération avec des moyens qui sont de plus en plus limités et des matériels qui vieillissent? Alors, je crois que je vais séparer la réponse à votre question en deux parties. Tout d'abord, la Marine nationale, elle exerce ses missions sur un trépied qui est à peu près équilibré entre les opérations extérieures. Je pense à Harmattan, au soutien des troupes en Afghanistan qui a été fait par le Charles de Gaulle, Licorne, avec l'action remarquée du bâtiment de projection et de commandement. Donc ça, c'est le premier pied. Deuxième pied, les missions permanentes des connaisseurs des fonctions stratégiques du livre blanc. Par exemple, au premier rang desquels on peut citer la dissuasion, mais je rajoute aussi toujours volontiers la connaissance-anticipation, ce qu'on appelait auparavant le renseignement, et qui est une fonction militaire importante. Et le troisième pied, c'est l'action de l'État en mer, avec un bilan que je cite souvent, pour vous donner quelques chiffres. Le bilan de la Marine nationale l'année dernière, c'est 400 vies humaines sauvées, 10 tonnes de drogue saisie à la mer, plus de 2500 engins explosifs neutralisés sur les côtes de France, et un certain nombre de bateaux déroutés, soit pour pêche illégale, soit pour pollution de l'environnement marin. Donc la Marine exerce ses missions sur ce trépied. Alors,
un chef d'état-major de la marine, si vous lui posez la question, est-ce que vous avez besoin de plus, naturellement, il aura toujours tendance à répondre oui. Mais je crois qu'il faut savoir raison garder. Et aujourd'hui, et je l'ai dit à plusieurs reprises devant l'Assemblée nationale et le Sénat, j'estime que notre format est juste suffisant pour remplir l'ensemble de ces missions. On ne peut pas tout avoir. La France est un pays à la taille respectable, certes, mais qui a des moyens budgétaires que l'on connaît, et il faut donc se montrer raisonnable. Je crois qu'aujourd'hui, tout à fait sincèrement, la marine peut exercer l'ensemble de ses missions. Bien sûr, nous ne sommes pas la marine des États-Unis, par exemple. Donc ça amène, quand plusieurs crises surviennent en même temps, à faire des arbitrages. C'est ce que nous avons fait, vous l'avez dit, pendant Harmattan, puisque certains bateaux ou avions de patrouille maritime ont été retirés d'opération pour pouvoir faire Harmattan. Mais ça fait partie de la règle des choses. Ça, c'est donc pour la première partie de votre question. Et ensuite, sur le futur, il faut qu'on regarde, et vous avez parlé de la multiplication des missions, il faut que l'on regarde avec nos partenaires européens en particulier ce qu'on peut partager comme intérêt. Moi, j'observe aujourd'hui que la plus longue opération de l'Union européenne, c'est l'opération Atalanta, donc d'opération contre la piraterie dans l'océan Indien. Nous sommes là sur des intérêts qui sont partagés, et donc tous les bateaux et les forces Pour finir, on est ici dans une région maritime qui va jusqu'à Dakar, je crois. Et vous êtes prêt à vous redéployer, même si nous sommes très présents dans la Corne de l'Afrique, en vertu de ce qui pourrait se passer au Mali, d'une intervention européenne. Mais la marine nationale est toujours prête à remplir ses missions. Je crois que la meilleure preuve qu'on a pu donner, c'est l'appareillage de tous nos bâtiments au moment de la crise Harmattan, puisque le Charles de Gaulle a appareillé très rapidement, et nous avons déployé jusqu'à 27 bâtiments sur cette opération au large de la Libye. Donc je crois qu'aujourd'hui, encore une fois, et je le dis souvent à mes équipages, et je peux vous assurer que je suis fier de ce que font mes marins aujourd'hui. Nous avons une certaine crédibilité internationale, nous avons une crédibilité, je crois, au sein de l'appareil d'État. Nous sommes crédibles, nous sommes capables d'appareiller, et nous sommes prêts à remplir nos missions, où qu'elles soient. Parfait. Eh bien, bon vent. Merci, Amiral. Je vous remercie. Et nous passons à Jean-Louis Carrière, qui est donc président, je vais essayer de le dire bien cette fois, de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Carrère, s'il vous plaît. Carrère, oui, voilà. Du Sénat. C'est la même étymologie que carretera, c'est, vous savez, un chemin en occitan. Voilà, nous sommes tous en chemin. C'est un bon chemin. Vous avez aujourd'hui présidé un atelier sur géopolitique, sur les évolutions géopolitiques. Alors j'imagine qu'il se passe plein de choses. Il y a la montée en puissance des pays émergents, les fameux BRICS. Il y a les affrontements en Syrie, le printemps arabe. Beaucoup de choses à analyser et à interpréter. Pour ne rien vous cacher, lorsque nous avons analysé au sein d'une commission sénatoriale les aspects de ces évolutions géostratégiques, il nous est apparu que le concept d'art de crise, s'il avait un intérêt géographique et de simplification, ne se prêtait pas aux circonstances actuelles. Il nous semble qu'il vaut mieux produire une analyse sur des objectifs excessivement importants ou intéressants qui nous amènent bien évidemment à revoir notre posture par rapport à l'Afrique et par rapport au Maghreb, notamment. Bon, voilà un petit peu l'essence de nos préoccupations. En même temps, je dois à l'honnêteté de dire que lorsque la commission sénatoriale a travaillé pendant quelques 4 mois, profitant des échéances électorales qui ne nous concernaient pas directement sur ce sujet, nous avons délibéré, débattu bien sûr, travaillé, et nous avons adopté à l'unanimité une vision de l'évolution géostratégique sans le moindre problème. Donc il n'y a pas de vrai débat entre nous sur les impératifs de la politique de défense de la France. Alors, il y a un point quand même sur lequel il y a un débat, puisque j'ai lu avec beaucoup d'attention votre rapport, et vous expliquez dedans, en toutes lettres, puisque je le cite, que vous craignez que le format actuel de la marine ne lui permette plus que de plus en plus difficilement de remplir ses missions. Alors, je vous entends. Vous êtes plus pessimiste que l'amiral, qui évidemment n'est pas un politique et ne peut pas s'exprimer avec la même liberté, bien sûr. Mais
quand on dit ça, on dit quand même qu'on exprime une inquiétude. C'est-à-dire que l'amiral a expliqué tout à l'heure que le format est suffisant, ni plus ni moins, suffisant. Juste. Voilà, juste. Et vous dites que ça permet de plus en plus difficilement de remplir les missions. Or, vous allez voir où je veux en dire, parce que je suis très malin, le gouvernement nous annonce quand même des ressources budgétaires réduites, enfin, diminuées pour les forces armées. Donc, comment ça va se passer? Voilà, comment ça va se passer? Contradiction apparente, j'en conviens. Mais alors, comment ça doit se passer? On va vous enlever un sous-marin, par exemple, d'attaque. Non, on ne touche pas à la dissuasion nucléaire. C'est sanctuarisé. Ah, le sous-marin nucléaire d'attaque, il n'est pas trop dans la dissuasion. Il n'est pas dans la dissuasion, vous avez raison. On peut expliquer aussi qu'une flotte de 6 sous-marins est indispensable pour former les équipages de la dissuasion. Auquel cas, on ne peut pas toucher aux sous-marins d'attaque. Vous voyez, je viens d'envoyer, il y a quelques mois, une mission en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Calédonie sur le thème de la marine et de la maritimisation et des zones exclusives. Vous savez que nous avons des terres rares dans un certain nombre de zones, notamment à Wallis et Futuna, mais aussi ailleurs, et que nous sommes en ce moment, comme l'on dit, dans des trous capacitaires en matière de défense et de protection de ces espaces-là. Et là, moi, je dis un peu plus fort que l'amiral Rogel, la situation de notre marine n'est pas juste suffisante. Pour moi, elle est juste insuffisante. C'est-à-dire qu'elle flirte avec la suffisance, mais qu'il faut combler un certain nombre de trous capacitaires. Budgétairement, ça peut malgré tout se faire. Il faut se battre pour que ce budget, et c'est un parlementaire qui vous parle, un parlementaire du Sénat, socialiste, qui soutient l'action du président de la République. Moi, je crois qu'il faut que nous nous battions pour que les crédits de paiement qui seront votés lors de l'exercice budgétaire permettent justement de faire des choix qui seront prévus, certes, dans le livre blanc, et que ces trous capacitaires de la marine, petit à petit, soient comblés. Ça veut dire qu'il y aura des choix à faire. Mais je ne suis pas sûr que ces choix se feront sur la suppression d'un sous-marin d'attaque. Par contre, je pense qu'il faudra les faire. Je pense qu'il faudra les faire. Vous êtes à cheval entre la diplomatie et la défense, et qui plus est parlementaire socialiste. Vous êtes quand même conscient et expert du soft power. Oui. On a vu l'échec des Américains en Irak et en Afghanistan. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, on le voit aussi à travers les attaques de cyberdéfense israélienne contre l'Iran, est-ce qu'il y a aussi d'autres moyens de faire la guerre aujourd'hui? Si, il y a d'autres moyens de faire la guerre. Mais un des moyens de faire la guerre, c'est aussi la maritimisation. Et c'est quand même un moyen de projection excessivement adapté à toutes les projections de l'évolution de la stratégie de la défense de la France par rapport à l'évolution du contexte. C'est pour cela que nous en faisons une des priorités. Mais nous n'abandonnons pas les problématiques de cyberdéfense, pas du tout. Nous comptons les renforcer. Mais il faut que, lors de la réflexion de ce livre blanc, qui encore une fois ne vient pas du sommet, à l'inverse de la précédente réflexion, mais est le fruit de notre travail, nous fassions émerger majoritairement un certain nombre de pistes et que les moyens budgétaires soient mis à la disposition de ces pistes. Et je crois que nous pourrons le faire. Pas le sentiment qu'aujourd'hui on est un peu dans le déni de réalité, que finalement on se cache un certain nombre de vérités et on ne veut pas dire les choses clairement? On dit les choses clairement parce que nous disons entre nous et de manière très claire ce matin que le redressement de la France est impératif, que c'est une condition de survie absolument nécessaire et que le président de la République hier soir, annonçant 2 ans avant une forme de reprise, nous allons le faire nôtre. Ça veut dire que nous ferons très attention à tous les budgets, sauf au budget sanctuarisé. Mais je crois que le budget de la défense aura un traitement particulier. Je n'ai aucune information pour vous l'annoncer, mais je me battrai avec d'autres pour qu'il ait cette possibilité, parce que au sein de la défense sont toutes les industries souveraines qui présentent un intérêt économique et en termes de redressement pour notre pays indiscutable. On voit le déplacement du centre de gravité du monde vers l'Asie. Oui. Oui. On réalise aussi que ces pays sont en train de se développer et de se maritimiser. En tout cas, leurs défenses maritimes sont en train de prendre de l'ampleur.
Et que parfois, il faut développer l'économie d'abord et la défense ensuite. Tout à fait. Et c'est là que je pense que notre déficit capacitaire est préoccupant. Parce que justement, si nous avions des capacités, ces zones exclusives, on serait en piste. Autrement, sans langue de bois, c'est la Chine qui va prendre notre place. Il faut appeler un chat un chat. Et si nous perdons cette formidable richesse d'avenir que sont les zones exclusives, alors on sera passé complètement à côté des intérêts supérieurs de la France. Amiral, vous avez quelque chose à ajouter ? Je voudrais simplement rajouter à ce que j'ai dit tout à l'heure, pour répondre à monsieur Guinel, j'ai dit que le format de la marine me paraissait juste suffisant, et c'est vrai. Aujourd'hui, la question qui va se poser, c'est bien le renouvellement de la flotte, le renouvellement des frégates. On en parlera certainement avec le président de DCNS tout à l'heure, et bien sûr la question de l'outre-mer, où se trouve un certain nombre de richesses, et on le voit avec l'arrivée du pétrole aujourd'hui en Guyane, avec les premières prospections. Tout ça derrière, quand on dit arrivée des richesses, pose un problème de souveraineté d'abord, et ensuite un deuxième problème qui est celui de la sécurité sauvegarde, parce que tout ça doit être surveillé, sécurisé. Et cet exemple, je pourrais le reproduire sur les champs d'éoliennes à la mer. Il faudra aussi sécuriser. On va passer à Patrick Boissier pour justement aller un peu plus loin dans ces problèmes d'exploration sous-marine. Mais d'abord, vous êtes président de DCNS. Je voudrais que vous nous expliquiez un peu en quoi la DCN, l'ancienne DCN, la Direction des constructions navales, a changé depuis une dizaine d'années, son statut, son capital, ses méthodes, sa semi-privatisation. Enfin, vous allez nous expliquer un peu en quoi vous avez effectué votre mutation. Je crois que la DCN a effectivement formidablement changé au cours de ces 7 ou 8 dernières années. C'était un arsenal, c'était un service de l'État. C'est aujourd'hui une entreprise de droit privé, même si l'État est encore l'actionnaire majoritaire. Mais c'est surtout une entreprise qui a fait une évolution considérable. Alors, on vient de parler beaucoup des problèmes de budget de défense, de problèmes de raréfaction de la ressource que l'on peut affecter à la défense. DCNS a fortement contribué à améliorer les choses, parce que nous en fait. Ça veut dire quoi ? S, ça ne veut rien dire, parce que DCNS, ce n'est plus un acronyme. C'est le nom d'une société qui s'appelle DCNS. Voilà, faut pas chercher un acronyme, des mots derrière, et c'est surtout pas la DCNS, c'est DCNS. Voilà. Jean Guinel. On a parlé de maritimisation, parlons d'outils industriels. Je suis assez frappé, comme d'autres, je ne suis pas tout seul, de voir que l'industrie navale française a un peu du mal à s'allier avec ses consoeurs, notamment européennes. Est-ce qu'on verra un jour, de notre vivant à tous, quelque chose qui ressemblerait à un EADS naval, ou est-ce qu'on peut envisager la naissance d'une grande société, d'une grande entreprise européenne, associant les compétences des Allemands, des Suédois, des Espagnols, des Britanniques, comme on a pu le voir dans l'aviation ou l'espace? DCNS a un projet d'entreprise, et ce projet d'entreprise, il repose sur 3 volets. Le premier, c'est la croissance. Le deuxième, c'est la performance. Et le troisième sont les alliances. Alors, la croissance, on ne va pas la faire uniquement sur les commandes de la Marine nationale, puisqu'on voit bien qu'il y a des problèmes budgétaires. Et donc, nous sommes aujourd'hui d'abord une entreprise qui exporte. Et si nous exportons, c'est parce que nous pouvons faire pour la Marine nationale des produits extraordinaires. Nous avons fait visiter aux participants à l'Université de Défense la frégate Aquitaine. Ils ont tous été frappés de la différence qu'il y a aujourd'hui avec cette frégate par rapport aux produits qu'on connaissait avant. Ça fait partie aussi de la révolution que DCNS a fait, d'être capable de faire des produits beaucoup plus efficaces et beaucoup moins chers. Nous avons fait des progrès en matière de compétitivité, c'est la performance. Et ces progrès de compétitivité, ils sont dans les coûts de réalisation des navires neufs, ils sont aussi dans le coût d'entretien, de maintenance. J'en profite pour dire, nous sommes... Je suis ancien président des chantiers de l'Atlantique. Je suis ancien président des chantiers de l'Atlantique, je peux donc comparer ce qui se passait dans le civil et ce qui se passe dans le militaire. Et nous avons aujourd'hui à DCNS un niveau de performance remarquable. C'est vrai dans les constructions neuves, c'est vrai dans la maintenance. Ici à Brest, nous avons plus de 2000 personnes qui travaillent
mais essentiellement sur la maintenance des sous-marins nucléaires en particulier, et qui ont fait des progrès absolument considérables. Aujourd'hui, le coût de maintenance des navires est beaucoup moins cher que ce qu'il était avant. Donc on contribue à cet effort de réduction des coûts de l'acquisition des matériels et de leur maintenance. Alors, le troisième volet, c'est celui des alliances. Mais pour faire des alliances, il faut être en bonne position. On ne va pas faire des alliances si on est faible. Donc nous sommes aujourd'hui l'un des premiers en matière de construction navale militaire en Europe. Nous sommes le 6e au monde. Nous sommes l'un des plus performants technologiquement parlant. Nous sommes en train d'être au niveau des meilleurs en termes de performance économique, et nous sommes maintenant en mesure de commencer à pouvoir penser à faire des alliances. Et pour faire des alliances, encore faut-il être 2, au moins. Bon. Alors, ça viendra. Nous sommes en train de travailler avec les Allemands dans le domaine des torpilles. On va commencer par ce domaine-là, et ensuite, on étendra à d'autres choses avec d'autres partenaires peut-être. Alors, on me dit que vous vous passionnez pour l'exploration sous-marine et les potentialités que cela offre en termes de, j'imagine, de nouveaux matériels. Alors, nous nous passionnons pour la mer. On a parlé de maritimisation. Qu'est-ce que c'est que la maritimisation? C'est tout simplement de considérer qu'aujourd'hui, notre avenir, l'avenir de notre pays, économiquement, stratégiquement, il est sur la mer. La mer nous fait le transport de la plupart de nos marchandises, les communications passent par des câbles sous-marins, les ressources terrestres sont en train de s'épuiser, on les trouve maintenant en minerais, en matières premières, en pétrole, en gaz au fond de la mer. La mer est une ressource énorme en matière d'énergie marine renouvelable. Donc la mer va être aussi sans doute une ressource de biodiversité considérable pour l'industrie pharmaceutique, l'industrie phytosanitaire. Et tout ça, il va falloir valoriser durablement les océans, et puis il va aussi falloir les sécuriser. Eh bien, DCNS a des compétences à faire valoir, et DCNS s'est fixé comme mission d'apporter les solutions de haute technologie qui sont nécessaires pour valoriser les océans, pour les sécuriser. Alors les sécuriser, c'est en fournissant les moyens de la Marine nationale. Les valoriser, c'est travailler par exemple ce que nous sommes en train de développer dans le domaine des énergies marines renouvelables, avec en particulier les hydroliennes. Il y a aujourd'hui une hydrolienne qui est dans le port de Brest et qui va être immergée à Paimpol. Nous participons à ce programme. Quelle part de votre chiffre d'affaires réalisez-vous à l'exportation aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes à peu près, nous allons atteindre les 40%. Et notre objectif, c'est d'avoir une activité qui soit équilibrée à peu près en 3 tiers. 1 tiers pour la Marine nationale, 1 tiers en exportation dans le naval de défense, et 1 tiers dans ces nouvelles activités qui sont liées à la valorisation des océans. Alors, vous avez conclu de très beaux contrats dernièrement. Vous avez conclu un magnifique contrat au Brésil et un contrat plus modeste, mais qui vous ouvre des perspectives en Russie. Où en est ce contrat russe et où en est le contrat brésilien? Écoutez, tous nos contrats export se déroulent, je dirais, conformément à ce que nous avons prévu, conformément aux engagements que nous avons pris avec nos clients. Nous avons 6 sous-marins Skorpen qui sont en cours de construction en Inde. Nous avons un transfert de technologie pour construire 4 sous-marins Skorpen au Brésil, avec la construction d'une base et d'un chantier naval. Tout ceci se déroule conformément à ce qui était prévu. En Russie, le contrat concerne 2 BPC. Ces 2 BPC sont construits en France, il faut le dire, à Saint-Nazaire, par STX, et ils sont en train, le premier d'entre eux est déjà en train d'être assemblé et conformément au planning prévu. Et vous avez d'autres espoirs pour la Russie, ou sans nous révéler révélez-nous ce que vous pouvez. Nous avons d'autres espoirs dans beaucoup de pays, parce que, encore une fois, je vous l'ai dit, nous voulons faire notre développement à l'exportation, et nous avons de nombreux prospects actuellement. Je ne vais bien entendu pas vous dire lesquels, mais nous avons des prospects et nous espérons bien en déboucler un certain nombre dans un avenir relativement proche. Pour finir sur une note un peu douloureuse, j'imagine que vous ne souhaitez pas reparler de l'affaire de l'attentat de Karachi, que vous n'avez pas d'informations nouvelles concernant les commanditaires et que vous voulez tourner la page. Oh, je ne vous en parlerai pas parce que tout simplement je ne commenterai pas des affaires qui font l'objet de procédures judiciaires. Ce n'est pas mon propos. Mais pour terminer sur une note plus positive, je voudrais peut-être rebondir sur ce qu'a dit l'amiral Rogel tout à l'heure, parce que moi je n'ai pas son devoir de réserve. Et donc moi je peux vous dire que nos moyens
pour l'action de l'État en mer ne sont pas juste suffisants, ils sont largement insuffisants. Nous avons 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives avec énormément de richesses. Si nous ne sommes pas présents sur ces pays, sur ces terrains, sur ces mers, eh bien d'autres le seront à notre place et on va perdre cet avantage. Donc il est fondamental que l'on raisonne non pas en termes de budget, mais que l'on raisonne en termes de possibilités de développement. Et l'investissement dans la marine, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement rentable. Il est rentable parce que ça fait de l'industrie en France. DCNS, c'est 13 000 personnes et c'est 98% de ces 13 000 personnes sont en France. Très bien. Quand on investit dans la défense, on investit avec la valeur ajoutée en France. Donc nous participons à la réindustrialisation du pays. Mais en tout cas, je vous remercie, messieurs. Merci à Jean. Sachez qu'au-delà des colloques et des démonstrations, il y a eu aussi des visites durant ces assises, visites de la DCNS, de Thales, de l'île Longue. En tout cas, cette émission est terminée. Je vous dis à bientôt sur TBO, bien sûr. Au revoir.